Bienvenue dans cette petite vidéo de retour consacrée à Jean-Claude Van Damme et Hong Kong. On va faire assez court, je vais aller sur les quelques questions qu'il y avait par rapport à la vidéo et qui je pense méritent d'être développées. Et après je ferai un petit commentaire rapide sur les principaux films que Jean-Claude Van Damme a fait, qui sont liés à la ville ou à des réalisateurs hongkongais, histoire de développer un petit peu le sujet. Donc la première question qu'il y avait eu, c'était de Geronimo qui se demandait ce que la carrière de Jean-Claude Van Damme aurait pu être s'il avait réussi à percer à Hong Kong la première fois qu'il y a été. Donc Jean-Claude Van Damme s'est rendu à Hong Kong pour la première fois en 1979, ce qui n'était pas forcément le meilleur timing, je pense, pour un acteur occidental pour percer. Il y avait quand même des possibilités, il y a eu quelques films durant cette période qui ont été faits, qui ont utilisé des occidentaux, mais c'est vrai que la mode d'avoir des occidentaux dans le cinéma de Hong Kong est arrivée un petit peu plus tard, et donc si Jean-Claude Van Damme avait eu un timing légèrement différent, s'il était venu à Hong Kong, je pense quelque chose comme 3-4 ans plus tard, il aurait certainement pu trouver du travail assez facilement dans l'industrie cinématographique locale. Par contre, la grande question, c'est est-ce qu'il aurait apprécié le type de rôle qu'on lui aurait donné, parce que je crains malheureusement pour lui qu'il se soit retrouvé dans des rôles très secondaires, des rôles d'homme de main, des petits rôles combattants, comme ça a été le cas pour la plupart des acteurs occidentaux, en tout cas des acteurs martiaux occidentaux qui ont été à Hong Kong durant les années 1980 jusqu'au milieu des années 1990. Il faut bien réaliser qu'aucun acteur occidental qui a vraiment essayé de faire une carrière à Hong Kong est devenu une star. Certains ont réussi à mener une carrière tout à fait recommandable et tout à fait appréciable, par exemple des gens comme Mark Houghton, mais ils ne sont jamais évidemment devenus des stars. C'est pas sur eux que les films étaient montés, c'était pas sur leur nom que les gens allaient dans les salles de cinéma, allaient payer leurs tickets. Donc ça n'a jamais vraiment marché. Il n'y a qu'une seule exception à cette règle, c'est Cynthia Rothrock, qui après son introduction assez percutante avec Michelle Yeoh dans Yes Madame, alias Le sens du devoir 2 en français, avait fait donc une assez forte impression et avait tout le backing de la Golden Harvest. Non, d'ailleurs c'était le backing de la DNB d'abord, et ensuite elle a été reprise en partie par la Golden Harvest et en partie par la Seasonal de MC1. Et tout ça a essayé de la garder comme une star. Et c'est vrai que ça a marché pendant une petite poignée d'années, pendant je dirais une période de 2 à 3 ans, allez 4 si on veut vraiment étendre, où elle réussissait à vendre des films sur son nom. Alors en général c'était pas uniquement sur son nom à elle, elle avait quand même des costards un minimum connus également, mais quand même comparativement aux autres acteurs occidentaux, c'est vraiment elle qui a été capable d'aller le plus haut et avoir un certain statut de star, là où aucun autre occidental n'a réussi. Et Jean-Claude Van Damme, même s'il avait assurément des capacités martiales pour pouvoir s'adapter aux chorégraphies à la hongkongaise, comme on a pu en avoir la démonstration dans Karate Tiger, alias No Retreat, No Surrender, je ne suis pas certain qu'il aurait réussi à obtenir des rôles beaucoup plus conséquents que ceux d'hommes de main de service, ceux de Gweilo qui se font battre rapidement par le héros, parce que tout simplement il n'y avait pas beaucoup de rôles de ce type de disponibles. S'il avait encore attendu davantage, genre dans les années 90, il y avait des possibilités de rôles un petit peu plus développés, mais genre par exemple celui de Jonathan Nisgar dans Il était une fois en Chine. Mais même comme ça, c'est pas des rôles qui étaient de nature à transformer les acteurs qui les faisaient en stars. Donc j'ai beaucoup de doutes sur le fait que Jean-Claude Van Damme aurait pu réussir à devenir une star à Hong Kong. Il aurait certainement pu faire une petite carrière, mais pas plus. Et il aurait très certainement été frustré et désabusé, à mon avis, par rapport à ses attentes et par rapport à ses ambitions, et il serait certainement parti à Hollywood, quoi qu'il en soit. Donc
Au final, son passage à Hong Kong, même s'il a été raté, même si on aurait pu aimer, moi j'aurais bien aimé quand même le voir dans quelques films purement hongkongais, ça aurait été sympa, davantage que simplement Karate Tiger, No Retreat, No Surrender, mais ça n'est pas arrivé, et donc ça n'aurait de toute façon probablement pas mené à grand chose, à mon humble avis, et par conséquent il serait de toute façon allé à Hollywood et aurait réussi à percer comme ça a été le cas, ce qui est évidemment tant mieux pour lui. J'avais également une question de Inico par rapport à la popularité de Jean-Claude Van Damme à Hong Kong. Ça c'est assez intéressant parce que à ma connaissance, Jean-Claude Van Damme n'a jamais vraiment été une star majeure, voire une star tout court à Hong Kong. C'est-à-dire que même après le succès de films comme Bloodsport, de films comme Kickboxer, voire même au plus haut de sa popularité après des films comme Universal Soldier et Street Fighter, à ma connaissance, il n'a jamais été considéré comme une grande star à Hong Kong. Alors c'est difficile à dire pendant la période des années 1980 parce qu'évidemment je n'étais pas à Hong Kong dans les années 80, donc je ne peux pas dire de manière certaine s'il était vraiment apprécié du public ou non. Mais quand j'ai fait quelques recherches pour le bouquin sur Treyarch, j'ai dû reprendre tout un tas de magazines de l'époque, de magazines de cinéma de l'époque, qui sortaient donc de toute cette période de la fin des années 70 jusqu'au début des années 2000. Et vraiment, je n'ai quasiment rien vu sur Jean-Claude Van Damme, que ce soit en termes de couverture ou d'articles, par rapport à donc des films comme Bloodsport, Double Impact, tout ça. Il y a peut-être eu à voir un ou deux trucs par rapport à Street Fighter, les plus gros films, Universal Soldier aussi, il me semble. Mais dans l'ensemble, c'était pas vraiment une couverture très centrée sur Jean-Claude Van Damme. Après, évidemment, il y avait des articles plus prononcés sur les films qui étaient faits par des réalisateurs hongkongais, dans des films comme Chasse à l'homme, comme Piège à Hong Kong, Double Team, tout ça, Risque Maximum. Mais c'était plus parce que c'était des réalisateurs hongkongais qui étaient derrière la caméra que parce qu'il y avait Jean-Claude Van Damme en haut de l'affiche. Et c'est un petit peu le bilan que j'en tirerais à l'heure actuelle, c'est-à-dire que si vous discutez avec un cinéphile hongkongais, ce qui n'est pas si facile à trouver mine de rien, il va certainement connaître Jean-Claude Van Damme essentiellement par le prisme des films qu'il a fait avec des réalisateurs hongkongais. Donc les films que je viens de citer, Risque Maximum, Chasse à l'homme, Double Team, tout ça. Parce qu'effectivement, il y avait une couverture par rapport au côté l'invasion hongkongaise à Hollywood. Et donc à cause de ça, ça faisait quand même que Jean-Claude Van Damme était un minimum connu de cette frange cinéphile. Mais si vous allez dans la rue et que vous demandez aux gens normaux, ceux qui vont simplement au cinéma une fois dans le mois, histoire d'aller se distraire, il y a peu de chances pour qu'ils soient vraiment très familiers de Jean-Claude Van Damme. Au mieux, peut-être qu'ils connaîtront le nom, au pire, ils n'auront absolument aucune idée de qui il s'agit. Et donc je pense que même durant sa période de gloire, c'était pas vraiment une star majeure à Hong Kong. En tout cas, dans les milieux, dans le milieu de l'industrie, les films de Jean-Claude Van Damme étaient plus vus avec un peu une relative incompréhension dans le fait que ça pouvait marcher aussi bien. C'était un peu le même principe qu'il y avait eu sur Karate Kid, qui avait un petit peu surpris Corey-Yun et MC-Yun par rapport à son succès, en se disant mais comment est-ce que ces films parviennent à générer autant de succès alors qu'on est capable de faire bien mieux. Il y avait un peu la même interrogation par rapport aux films de ninja de la Canon, les Hunter the Ninja, ce genre de trucs. Il y avait vraiment l'idée qu'à Hong Kong on pouvait faire bien mieux que ça, et ils n'avaient pas tort d'ailleurs. Et donc ils étaient un peu surpris qu'à chaque fois ces films marchent. Et c'est ça qui a donné l'idée à MC-Yun de faire ce que j'appelle moi les chevaux de Troie hongkongais, c'est-à-dire des films dans lesquels on avait des acteurs américains, on avait tout un environnement totalement américain tourné sur place, mais avec derrière la caméra un réalisateur hongkongais, des chorégraphes hongkongais, de manière à percer davantage le marché. Donc c'est comme ça que Karate Tiger, No Retreat, No Surrender a été produit. Et par la suite, il y en a eu un certain nombre d'autres qui ont été faits. Moi, c'est des films d'ailleurs que j'aime assez. Je les trouve très très fun. C'est assez cheesy, c'est un peu nulos au niveau des scénarios la plupart du temps, mais il y a des bonnes séquences d'action à la hongkongaise.
Donc c'est assez sympathique de ce point de vue-là. Si vous voulez continuer à poursuivre dans cette exploration, il y a évidemment les suites de la série des No Retreat, No Surrender, à savoir donc Raging Thunder, celui dans lequel Jean-Claude Van Damme était censé revenir, donc qui est l'espèce de Rambo 2 à la hongkongaise, avec Cynthia Rothrock, avec Max Steyer, les amateurs de Nanarland apprécieront. On a également donc No Retreat, No Surrender 3, avec Lauren Avdon, encore lui, donc le héros de No Retreat, No Surrender 2, qui fait équipe avec Keith Vitali, qui était un des grands méchants de Wheels on Mills, alias Soif de Justice, réalisé par Sammo Hung, qui est très sympa aussi, avec une intrigue un peu plus branchée terrorisme, là pour le coup, tournée en Floride. Mais encore une fois, des combats très très sympathiques. Vous avez également American Shaolin, qui est un peu la version Karate Kid à la sauce Shaolin. Vous avez également des films comme Super Fight, réalisé par Tony Leung-Soo, qui surfait un petit peu sur la mode du MMA, de l'UFC, des trucs qui étaient un peu en train de surgir dans le monde des arts martiaux. Et qui avait encore une fois d'excellents combats, parce que c'était Tony Leung-Soo derrière la caméra, un excellent chorégraphe, trop souvent sous-estimé à mon humble avis. Il y avait également, alors j'espère ne pas me tromper sur le titre, mais je crois que c'était Blood Moon, avec Gary Daniels, donc l'interprète de Ken le Survivant, dans l'adaptation cinématographique live du manga, et qui était là confronté à Darren Chalavi. Darren Chalavi qui est le boxeur Twister dans Ip Man 2, et ça donnait quelque chose de très sympathique, encore une fois, avec deux flics qui essayaient de traquer un serial killer. Darren Chalavi, donc, qui était ce serial killer qui tuait tout le monde avec ses grandes capacités de kung-fu. Donc tout ça, c'est des films assez sympatoches. Peut-être d'ailleurs que je ferai une vidéo qui sera spécifiquement centrée sur ce sujet un jour. Mais donc c'est des films dans lesquels aurait pu continuer également Jean-Claude Van Damme s'il n'avait pas réussi à percer autant qu'il l'a fait à Hollywood. Mais bon, encore une fois, il a réussi, tant mieux pour lui, et ça lui a permis de faire des films un peu plus cotés, en tout cas en Occident, même si d'un point de vue martial, à mon avis, ils étaient nettement inférieurs. Quelques mots rapides sur Bloodsport. Alors moi, évidemment, comme tout gamin qui a été élevé dans les années 1980, Bloodsport, ça avait quand même fait une petite impression sur moi. J'étais enfant, ado quand je l'ai vu, et donc évidemment ça fait quand même son petit effet, d'autant plus qu'on était en plein dans la mode un peu Dragon Ball, tournoi d'arts martiaux, il y avait tout ça, donc c'était un peu dans l'air du temps, on va dire, quelque part, et ça marchait très bien évidemment sur des gamins comme moi. Jean-Claude, comme je l'ai dit dans la vidéo, je pense avait un véritable charme juvénile, un peu naïf et innocent, qui aidait beaucoup à l'appréciation qu'on pouvait avoir du personnage et à l'identification qu'on pouvait avoir avec lui. Mais à côté de ça, le film a quand même quelques bonnes réussites. Déjà le fait qu'il utilise assez bien, je trouve, la géographie de Hong Kong. Il y a la Kowloon Wall City, il y a différents endroits, il me semble qu'il y a Aberdeen. Il y a simplement le fait qu'on le voit dans le tramway, tout un tas d'endroits comme ça de Hong Kong qui sont très bien rendus, qui captent bien l'atmosphère du Hong Kong des années 1980, avec toute cette énergie, tout ce côté très actif, et qui est vraiment très sympathique de ce point de vue-là. Ça, c'est vraiment une réussite du film, donc c'est assez sympa d'ailleurs de refaire certains... Si vous faites un petit passage à Hong Kong, de faire un espèce de mini pèlerinage en allant dans certains lieux de tournage. Alors évidemment, il y en a qui depuis ont disparu. La Kowloon Wall City, elle a été détruite. Vous pouvez le voir d'ailleurs dans Crime Story. Mais il y a quand même quelques lieux qui restent encore possibles à visiter, tels que le fameux petit promontoire sur le pic qui permet de voir toute la baie, qui est vraiment juste à côté du principal building du pic où tout le monde va pour aller voir la vue sur le port et prendre des photos. Vous allez juste légèrement sur la droite et vous y êtes. Donc ça, c'est très sympa. Après, pour le reste, c'est un petit peu plus compliqué, comme j'ai dit, d'autant plus qu'il y a un certain nombre de scènes, toutes les scènes évidemment du comité qui ont été tournées en studio, donc vous n'allez pas trouver le lieu de ce mystérieux comité dans lequel Frank Dux a été un champion
invaincu pendant des années, comme tout le monde le sait, hein, puisque c'est une réalité historique bien connue. Évidemment, c'est une blague. Le film a également pour lui quand même d'avoir une bonne petite galerie de personnages. C'est un côté très jeu vidéo, ça aussi c'était un peu dans l'air du temps, hein. On était un peu sur la période où il commençait à y avoir Street Fighter 2, tous ces jeux de combat un contre un qui allaient vraiment exploser. Donc tout ça faisait partie d'un certain microcosme et Bloodsport y a pas mal contribué. C'est pas pour rien que Mortal Kombat après nous a fait un Johnny Cage qui était totalement calqué sur Jean-Claude Van Damme. Et donc il y a déjà cet aspect-là dans Bloodsport avec la galerie de personnages, évidemment avec Chong Li interprété par Bolo Yeung, mais il y a les autres personnages qui sont assez sympas. Quand j'étais gamin, moi j'aimais beaucoup Paco, le boxeur thaï qui était interprété par Paolo Tosha, qu'on peut voir d'ailleurs dans Born to Defend et dans quelques autres films hongkongais, purs films hongkongais et certains films de ninja de l'IFD. Et qui était vraiment très, très sympa, très charismatique dans le rôle. On peut voir d'ailleurs d'autres cascadeurs, artistes martiaux bien connus pour qui est fan de cinéma de Hong Kong, puisqu'on a entre autres Jackson qui est depuis le président de la Hong Kong Stuntman Association, donc la guilde des cascadeurs hongkongais, et qui est apparu dans 36 milliers de films hongkongais en tant que cascadeur, et également a été chorégraphe sur quelques-uns. Il me semble qu'il a chorégraphié Beauty Investigator, un Girl with Guns pas terrible avec Moon Lee et Yukari Oshima. Il y a également John Chung qui était apparu dans quelques films de Lo Kar-leung en tant que réalisateur, qui ensuite avait essayé de s'imposer comme une star au moment de la Kung Fu comédie, quand il y avait eu Jackie Chan et que c'était un peu la recherche de nouvelles stars de Kung Fu. Et lui avait fait partie des choix potentiels de ceux qui auraient pu potentiellement donc suivre dans la lignée de Jackie Chan, même si au final quasiment aucun d'entre eux n'a vraiment réussi à percer. Mais en tout cas, c'est un personnage qui est assez récurrent, qui est assez fréquent dans les films de Kung Fu, dans les films d'action hongkongais de la période 70 jusqu'au milieu des années 1990, et qu'on va retrouver d'ailleurs dans Dragon de Rob Cohen, puisque c'est lui qui joue le rôle de Wong Jackman, l'adversaire de Bruce Lee aux États-Unis. Donc un certain nombre de visages assez familiers. On a évidemment Philip Chan aussi, qui est l'habitué des rôles de policier, qui était un choix logique puisqu'il parle un anglais absolument impeccable, donc c'était parfaitement logique qu'il soit casté. Mais donc un certain nombre de personnages familiers pour qui est un amateur de cinéma de Hong Kong, et ça fait plaisir de les voir ici, mine de rien. Après, au niveau des chorégraphies, moi je ne suis pas quelqu'un, même si j'aime bien Bloodsport, je trouve que c'est un film très sympatoche, et je comprends qu'il ait eu un impact sur les jeunes garçons comme moi de notre époque, que ça ait incité beaucoup de gens à se mettre aux arts martiaux, à essayer d'imiter ce que faisait Jean-Claude Van Damme, et de ce point de vue-là, je pense que c'est une très bonne chose, mais je n'ai pas d'illusion sur le caractère vraiment qualitatif du film, et surtout des chorégraphies. C'est pas un grand film d'arts martiaux, hein. Clairement, si on compare ça à ce que Hong Kong faisait à la même époque, on est quand même facilement 2 à 3 niveaux en dessous, hein, d'un point de vue de la qualité des chorégraphies, donc c'est vraiment incomparable, mais ça reste sympathique. Également, tant qu'à parler de Bloodsport, un petit mot quand même sur Bolo Yeung aussi, parce qu'on voit souvent Bolo Yeung qui est annoncé comme étant une star, la star du cinéma de Hong Kong, ce qui est une vision assez ignorante de la réalité de l'industrie cinématographique hongkongaise. Bolo Yeung, jusqu'à Bloodsport, ça n'a jamais été une star, hein. Bolo Yeung, c'était simplement un acteur secondaire qui apparaissait, qui est apparu dans beaucoup de films de Hong Kong, hein. Il était déjà dans les 14 Amazones par exemple, il est apparu vraiment dans beaucoup de films, mais c'était toujours des tout petits rôles, en général des rôles de brutes un peu bêtes, qui se faisaient battre par les héros parce qu'il était uniquement basé sur ses muscles, et eux étaient beaucoup plus intelligents ou avaient un meilleur kung-fu de manière générale. Il a un peu essayé, il a un petit peu acquis une relative gloire effectivement en étant dans Enter the Dragon, Opération Dragon,
mais même comme ça n'en a jamais fait une star à Hong Kong, hein. C'est resté avant tout un acteur très très secondaire. Il a essayé un peu de se sortir de ce carcan à la fin des années 70, un peu comme John Chung au moment où il y avait tout un tas de films de kung-fu qui étaient produits en masse, et il en a réalisé un ou deux. Il a essayé de se mettre en avant, en mettant d'ailleurs en avant le côté tai chi, parce qu'il est très amateur et très bon dans le domaine du tai chi, ce qui peut paraître assez étonnant pour quelqu'un qui a fait avant tout du bodybuilding, hein. C'est un bodybuilder avant tout, en tout cas en premier lieu, Bolo Yeung. Et donc ça a toujours été un acteur secondaire, un acteur mineur de l'industrie cinématographique hongkongaise. Et il a pu connaître vraiment un second souffle dans sa carrière grâce à Bloodsport. Il a eu quelque part de la chance d'être casté dans Bloodsport, probablement à cause de son lien avec Bruce Lee via Opération Dragon. Ça a certainement été un des éléments qui a pesé dans la balance dans le fait qu'il ait été choisi pour jouer le grand méchant de Bloodsport. Et il le fait très bien, hein. Moi je trouve qu'il est très convaincant, il est très sympa, il a vraiment la musculature qu'il faut, il a l'espèce d'énergie un petit peu sadique qui marche, on y croit, donc c'est vraiment très bien. Bon, par contre, le fait qu'il soit coréen, c'est assez peu crédible à mon avis. Il n'a vraiment pas du tout les caractéristiques de quelqu'un de coréen, mais bon, ça c'est un détail. De toute façon, la plupart des gens n'ont pas capté, je pense qu'il était censé être coréen. Mais donc en tout cas, Bloodsport a permis à ce qu'il y ait vraiment un second souffle dans sa carrière et à avoir des rôles plus conséquents, et surtout pour lui à pouvoir partir aux États-Unis, où il est apparu dans tout un tas de séries B, des films comme Dragon's Claws, Blood Fight, je crois, non, je suis en train de me tromper. Enfin, pas mal de séries B à Hollywood qui allaient directement en vidéo et qui lui ont permis, à mon avis, de faire probablement plus d'argent durant cette petite période à Hollywood que durant tout le reste de sa carrière à Hong Kong. Donc de ce point de vue-là, c'est très bien pour lui, mais ne vous laissez pas avoir par cette affirmation totalement stupide, comme quoi Bolo Yeung était une star du cinéma d'action hongkongais. Non, ça n'en était pas une, mais ça n'empêche pas qu'il était très bien casté pour le rôle. Kickboxer, c'est un petit peu la même soupe que Bloodsport, un film sympathique qui avait son impact à l'époque quand on était ado, quand on était gamin, et qui reste encore une fois plutôt sympathique, mais encore une fois bien inférieur à ce que faisait Hong Kong en termes d'action à l'époque. Et c'est un peu le même principe que Bloodsport. Ce qui est sympa, c'est de voir certains des lieux de tournage, les véritables lieux de tournage en Thaïlande avec les temples par exemple, ça c'est sympa. Les faux lieux de tournage, puisque comme je l'ai indiqué dans la vidéo, tout le village, toute la maison de Dennis Chan dans lequel s'entraîne Jean-Claude Van Damme, en fait ça a été créé à Sai Kung. Bon courage si vous voulez aller trouver là où ça a été tourné, c'est vraiment pas évident je crois à retrouver, parce qu'évidemment il n'y a plus aucune trace. Mais ce qui est aussi rigolo, c'est de voir donc un certain nombre d'acteurs hongkongais dans ce film. En l'occurrence, on a donc Dennis Chan qui joue le maître de Jean-Claude Van Damme. Dennis Chan, c'est le même principe que Bolo Yeung ou Philippe Chan, dont il est le frère. Hein. Dennis Chan, c'est le frère de Philippe Chan. C'est quelqu'un qui n'a jamais vraiment eu une carrière en tant qu'acteur. Il est apparu dans plein de films, mais toujours dans des tout petits rôles, dans des quasi-caméos. Il y a peut-être un ou deux films dans lesquels il a eu des rôles. Il y a un ou deux films dans lesquels il a eu des rôles plus conséquents, comme The Lunatics de Derek Yee. Mais autrement, c'était toujours un acteur vraiment extrêmement secondaire. Il s'est beaucoup plus impliqué en fait derrière la caméra en tant que producteur, en tant que réalisateur. Et donc là, c'est un de ses rôles les plus développés, hein, et c'est assez marrant de le voir en maître d'arts martiaux, puisqu'il n'a absolument aucune connaissance en arts martiaux, il n'y connaît rien du tout. C'est pour ça que le seul moment dans le film où il est censé faire une petite prouesse martiale, évidemment il est complètement doublé, c'est normal. Mais ça marchait. Alors, à revoir, pour être très honnête, j'ai trouvé quand même qu'il était assez figé, et quand on a l'habitude de le voir dans les films de Hong Kong et qu'on connaît un petit peu le personnage, j'ai trouvé que c'était un peu difficile à croire quand même qu'il pourrait être un maître d'arts martiaux. Mais je me souviens qu'à l'époque, quand j'avais vu Kickboxer, quand j'étais gamin, j'avais totalement cru dans cet artifice. Donc ça doit quand même marcher si on n'est pas vraiment familier avec Dennis Chan.
Et puis on a Mohamed Kouissi qui joue un Tongpo très amusant. Alors évidemment ça a aussi un petit peu vieilli quand même, hein. Autant ça marchait du tonnerre de Dieu quand on était gamin et ado, autant à la revoyure c'est quand même un petit peu grossier la manière dont le personnage est présenté, le mec ultra cruel et tout, toute sa tronche, et puis évidemment la fameuse réplique avec Meili. Bon, c'est marrant, on va dire. Maintenant, ça se peut se voir plus au deuxième degré qu'au premier. Mais ça peut faire quand même son effet toujours quand on est gamin ou ado, et ça reste sympatoche, on va dire. Double Impact, un film que j'avais eu le plaisir de voir au cinéma à l'époque de sa sortie. Comme je l'ai indiqué, moi je pense que c'est vraiment le moment où le côté innocent, naïf et sympathique de Jean-Claude Van Damme commence à perdre du terrain, et il y a vraiment sa mégalomanie, son égocentrisme qui est de plus en plus mis en avant. Alors heureusement, on a quand même toujours ce petit tournage à Hong Kong qui est sympathique, même si il y a des grosses libertés qui sont prises avec la réalité, avec l'histoire du tunnel par exemple, au niveau des dates, ça ne marche absolument pas. On a Philippe Chan qui revient, donc Philippe Chan qui jouait le policier dans Bloodsport, qui là joue un grand méchant. Donc ça c'est plutôt sympathique, encore une fois, hein, à nouveau c'est plutôt sympa de voir certaines têtes du casting qui sont des acteurs hongkongais qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer ce type de rôle, donc c'est plutôt amusant de les voir dans des productions hollywoodiennes, avoir la possibilité ici pour Philippe Chan de jouer un grand méchant, un grand gangster, lui qui est abonné au rôle de policier, donc c'est plutôt cool. Mais c'est quand même c'est un degré moins agréable qu'un Bloodsport, qu'un Kickboxer, comme je l'ai dit, parce que ce côté naïf et innocent de Jean-Claude Van Damme, il commence vraiment à disparaître. Et il y a aussi un autre aspect, moi, que je trouve problématique sur Double Impact, c'est les chorégraphies, avec une surutilisation du ralenti, de la répétition des plans, qui donnent des chorégraphies qui se veulent extrêmement stylisées, extrêmement artistiques, mais qui au final sont assez chiantes à regarder. Il y a toute la séquence avec le super kicker dans le noir, qui je trouve est complètement raté. Et le combat final contre Bolo Yeung, à cause de cette surutilisation des ralentis, est un petit peu agaçant, un petit peu frustrant également. Les ralentis, c'est bien, hein, il faut les utiliser, c'est cool, mais je pense vraiment que quand on veut faire une bonne chorégraphie, il faut de la vitesse. Ça, c'est vraiment un élément qui, pour moi, est capital pour qu'une chorégraphie marche, pour qu'il y ait un impact maximal. Il faut qu'il y ait de la vitesse. Si vous regardez les films de Jackie, les films de Sammo durant cette période, ils y vont à fond dans la vitesse, c'est ça qui est impressionnant. Et ils vont utiliser de temps en temps un ralenti à un moment donné pour une technique bien précise et pour la mettre en valeur. Et parce que avant ça, on avait eu tout cet enchaînement de gestes martiaux de haute volée extrêmement rapides, le moment où le ralenti est utilisé est d'autant plus fort. Alors que dans les films de Jean-Claude Van Damme de cette période, au contraire, c'est ralenti sur ralenti, et au final, on perd un peu l'impact des techniques et on perd la virtuosité de la chorégraphie. Et je trouve que autant c'était pas encore trop présent sur Bloodsport et Kickboxer, il y avait déjà les prémices de ça, hein, on va pas se mentir, mais c'était pas encore surutilisé, et c'est à partir de Double Impact où ça devient surutilisé, et c'est vraiment une mauvaise chose. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans la plupart des films avec Jean-Claude Van Damme par la suite. Je pense par exemple au Grand Tournoi, qui a exactement les mêmes défauts, avec des chorégraphies simplistes, avec une surutilisation des ralentis, et c'est vraiment dommage. Là-dessus, il n'a malheureusement pas appris les leçons des films hongkongais en la matière. Et puis après, donc, il a fait appel aux réalisateurs hongkongais pour tourner aux États-Unis, ou en tout cas pour certains des tournages en Europe, mais en tout cas pour des films, des productions américaines. Donc Chasse à l'homme, c'est effectivement plutôt un bon film, et c'est vrai que si on se place dans la filmographie générale de John Woo, Chasse à l'homme, c'est pas un grand film, hein. On est clairement en dessous du Syndicat du crime, de The Killer, de Une balle dans la tête, de À toute épreuve, même moi j'aurais tendance à dire de Just Heroes, mais c'est quand même sympatoche. Il y a quand même les codes de John Woo auxquels on peut s'attendre, et la virtuosité
en matière d'action, même si pour mieux l'apprécier, cette virtuosité, il vaut mieux voir le film dans ses versions non retravaillées par le studio. Maintenant, heureusement, il y a eu une sortie récente qui permet de donner accès à tout un tas de différents montages plutôt que le montage cinéma. Donc ça permet d'apprécier davantage ce que voulait faire John Woo. Donc ça, c'est très bien. Après, si on prend quand même le film dans le cadre de la carrière plus globale de Jean-Claude Van Damme, le fait est que Chasse à l'homme est quand même un de ses tout meilleurs films. Si on compare par rapport au reste, clairement, il est une tête au-dessus. Même si il est toujours dans ce trip égocentrique, avec il a du mal à rendre son personnage sympathique et attachant comme ça devrait l'être, parce que il a ce côté un peu trop imbu de lui-même qui se ressent, en plus d'un mulet assez particulier. Donc tout ça tire un petit peu vers le bas, tandis que John Woo tire vers le haut, et au final on a quand même un film plutôt sympathique, un film relativement réussi, dont les bons côtés sont suffisamment forts pour pouvoir oublier les mauvais. Il y a également la présence de Lance Henriksen, c'est quand même toujours sympa d'avoir Lance Henriksen dans un film de cette nature. Donc au final, un bilan plutôt positif pour Chasse à l'homme, même si il n'est pas exempt de défauts. Risque maximum, j'en avais touché deux mots déjà. Malheureusement, un film assez décevant. Probablement en grande partie à cause du studio. Malheureusement, on n'a jamais eu accès au montage original de Ringo Lam. Ça serait assez intéressant de pouvoir le voir. Je ne suis pas certain pour autant qu'on aurait eu un film majeur, mais ça aurait probablement été toujours meilleur que le résultat final, qui est assez frustrant. Double Team, Piège à Hong Kong, évidemment, j'en parlerai davantage dans le livre consacré à Choi Ark, donc je suis désolé, je ne vais pas m'appesantir ici dans cette vidéo. Et après, donc, on a les autres collaborations entre Jean-Claude Van Damme et Ringo Lam, que sont Répliquant, que sont In Hell, qui sont vraiment des bons films également, qui font partie, mine de rien, du premier tiers, j'aurais tendance à dire, de la filmographie de Jean-Claude Van Damme. Avec des bons développements de personnages, avec un acteur qui s'investit physiquement et moralement dans ses personnages, et mine de rien ça fait la différence, malgré une patine très série B, on sent qu'il n'y a pas des moyens énormes. Il y a quand même un développement des personnages intéressant, il y a quand même des thèmes intéressants grâce à Ringo Lam, et c'est moins orienté sur l'action. L'action est correcte, c'est pas incroyable, mais c'est correct. Mais c'est vraiment davantage sur le travail fait sur le personnage, sur le cheminement des personnages et les thèmes sous-jacents qui sont le plus intéressants dans ces deux films, et qui, comme je l'ai dit, font partie du haut de la filmographie de Jean-Claude Van Damme, au même titre qu'un Chasse à l'homme. Depuis, il n'a plus vraiment travaillé avec de réalisateurs hongkongais. Alors c'est vrai qu'on pourrait se demander avec quel réalisateur hongkongais il pourrait essayer de travailler aujourd'hui. Il n'y a pas forcément beaucoup de challengers maintenant pour des films d'action, d'autant plus que ceux qui en seraient potentiellement capables travaillent davantage en Chine, avec des budgets et des salaires certainement beaucoup plus élevés que ce que Jean-Claude Van Damme pourrait leur offrir maintenant, puisqu'il est devenu une star de direct vidéo, il est quand même baissé d'un ou deux crans au niveau de son star power. Moi je l'ai vu dans les deux films que j'ai vus de lui, les plus récents, c'était le dernier Universal Soldier, dont le titre m'échappe, mais je le rajouterai dans la vidéo en écrit. Celui où ils essayent de nous refaire Apocalypse Now avec un petit twist avec Scott Adkins, et qui était vraiment pas terrible. Il y avait des ambitions, c'est vrai qu'il y avait des ambitions, il y avait la volonté de faire quelque chose, c'était assez louable, et Scott Adkins est très sympathique. Quelques séquences d'action correctes, mais ça sentait quand même le produit B voire C au niveau budget, donc ça en pâtissait quand même largement, malgré la volonté de Hyams de faire une réalisation un peu à la Gaspard Noé, qui était assez intéressant, mais par contre Jean-Claude Van Damme était vraiment pas, j'ai vraiment pas trouvé qu'il était convaincant dans son espèce de pseudo Kurtz avec son maquillage à deux balles, semi Punisher là. J'ai vraiment pas été convaincu par lui. J'ai trouvé ça assez triste même, pour être très honnête. Scott Adkins était bien, Dolph Lundgren était un peu rigolo, mais Jean-Claude, bof.
Et c'était encore pire dans le remake de Kickboxer, qui là était tout simplement mauvais, alors qu'il se laissait regarder, on va dire, pour quelqu'un comme moi, parce qu'il y avait plein de stars de MMA, de mémoire. Il y avait, alors je me mélange un peu entre les deux Kickboxers qui ont été faits à la suite, donc j'espère que je me trompe pas, mais normalement il y avait Fabricio Verdum, il y avait quelques gars de MMA, Roy Nelson, donc c'était plutôt rigolo de les voir là-dedans. Mais en tant que film proprement dit, c'était quand même assez la honte. Et le rôle de Jean-Claude Van Damme, c'est pas une mauvaise idée d'avoir Jean-Claude Van Damme en tant que maître de Alain Moussy, c'est même plutôt logique, c'est plutôt cohérent. Vu son âge, ça n'aurait aucun sens que ce soit lui qui reprenne à nouveau le rôle principal, donc c'est plutôt cohérent, logique qu'il soit dans ce rôle de mentor. Mais il est ridicule, quoi. Il est ridicule, il est vraiment en mode semi-philosophe, comme il a pu le faire sur les plateaux de télé. On a l'impression qu'il est sur une autre planète. C'est assez difficile à voir. Et vu que le film, dans l'ensemble, est assez mauvais, ça fait pas plaisir de le voir dans un truc de ce genre. J'ai pas été poussé plus loin. J'avoue que j'ai pas cherché à voir d'autres de ces films qu'il a fait récemment. Mais bon, on peut clairement dire que sa carrière maintenant est derrière lui. Je pense qu'il avait eu une petite fenêtre de tir avec Expendables 2, avec JCVD, où il était revenu donc dans un film un peu plus majeur, on va dire, hollywoodien, même si ça restait quand même un film de seconde zone. Et dans JCVD, il avait eu la possibilité de montrer une autre facette de son jeu d'acteur. Donc il aurait pu potentiellement profiter de ce momentum, pour essayer d'aller vers des films plus exigeants et essayer de donner un second souffle à sa carrière. Malheureusement, ça n'a pas pris. Il est reparti vers les DTV faits à la va-vite avec 3 francs 6 sous. Bon, on n'est jamais à l'abri qu'un jour il rencontre un espèce de Quentin Tarantino et qu'il puisse faire un gros comeback, mais je pense quand même que c'est pour l'essentiel derrière lui. Mais il n'empêche que je pense que pour lui ça va, hein. Comme je l'ai indiqué, il a un très bel appartement sur Kowloon à Tsim Sha Tsui, donc il n'y a pas trop à se plaindre. Il doit quand même pouvoir couler des jours heureux entre Los Angeles, Hong Kong et la Belgique, et il a quand même fait quelques films un minimum impactants, un minimum important, au moins pour la pop culture. Peut-être pas forcément dans l'histoire du cinéma, mais pour la pop culture de manière générale et pour toute une génération de jeunes artistes martiaux occidentaux. Donc pour ça, on se souviendra quand même de lui encore pendant un certain temps. Voilà, donc c'était un petit récapitulatif, un petit retour sur Jean-Claude Van Damme et Hong Kong. J'espère comme d'habitude que vous avez trouvé ça intéressant et je vous retrouverai très bientôt sur une prochaine vidéo de la Maison du cinéma asiatique. À très bientôt.